Merci à vous qui nous écoutez également aussi sur Makona FM du côté de Guékédou. Vous êtes sur Suite FM Guinée, très nombreux d'ailleurs à nous suivre également aussi sur les différents réseaux. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. On vient avec d'autres sujets maintenant, évidemment. On parle économie ce matin. Endettement, le CNT a-t-il voté une loi à risque? C'est la grosse question ce matin que nous nous posons. Et pour comprendre, évidemment, nous avons donc notre invité avec nous dans ce studio, Daouda Mohamed Kamara, qui n'est autre que Monsieur Abdoulaye Guirassi, c'est plutôt Mohamed Mara. Voilà, allez-y, mon cher Mara. Voilà, j'allais commencer avec la bonne nouvelle pour vous piquer un petit peu au cœur et tout ça, parce que hier vous avez vu les infos. Mohamed Ali, tu vas nous donner cette bonne information ce matin. Le Fonds monétaire international accepte d'accorder un crédit à la Guinée d'une valeur de 71 millions de dollars. Je ne sais pas si vous êtes informé, pour faire face aux priorités, notamment suite à l'explosion du dépôt de carburant. Comment réagissez-vous à cela? Non, c'est la bonne nouvelle. C'était une question? Oui, c'était une question. Ah d'accord, parce que la préoccupation, c'est pas d'avoir des fonds. Le problème de la Guinée, c'est pas d'avoir des fonds. Mais c'est comment on gère nos fonds. Et d'ailleurs, c'est un problème dans comment on appelle ça, d'en engranger lorsque la gestion n'est pas vertueuse. C'est un problème parce qu'on aura de l'argent, mais ça va certainement être un prêt et il n'y aura pas d'effet. Et ça, c'est problématique pour la gouvernance. Bien. Que la Guinée obtienne donc ce fonds-là du Fonds monétaire international. Vous connaissez les enjeux, vous connaissez ces institutions de Bretton Woods, vous connaissez les conditions dans lesquelles ils prêtent de l'argent à notre pays, ce que ça implique effectivement. Ils nous disent qu'on doit, puisqu'on leur a dit que nous devons faire face à une priorité, plutôt à des situations d'ordre prioritaire, suite, je répète encore, à l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum. Comment vous, en tant qu'économiste, vous réagissez à cela? Merci, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je n'ai pas les détails liés à si c'est un don ou quoi, je ne peux pas trop m'aventurer, mais tout ce que je sais, c'est qu'actuellement nous faisons face à une situation exceptionnelle. Et généralement, quand des pays sont frappés par des mesures de calamité naturelle et autres, il est normal, archi normal que les institutions financières comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire vous viennent en aide. Alors, c'est à savoir, est-ce un appui budgétaire ou un endettement de plus, justement. Et Tamba vient de poser la problématique. Il est bien beau d'engranger les ressources, mais la gestion efficace et rigoureuse doit effectivement suivre. Donc, je ne peux pas trop m'aventurer dessus, je n'ai pas les détails. Donc, je ferai économiser un peu de commentaires liés à cela, monsieur Mohamed Ali. Voilà. Abdoulaye Guirassi, notre invité ce matin. Allez-y, mon cher Mohamed Mara. Oui, monsieur Guirassi, on a tous vu très récemment une petite communication comme ça, venant d'abord du gouvernement, qui annonçait demander au CNT de revoir, je crois, l'article 36 de l'ordonnance initialement, puis de la loi qui régit la Banque centrale de la République de Guinée. Ce fameux article 36, d'abord, qu'est-ce qu'il dit et pourquoi le gouvernement a-t-il demandé la révision de cette seule disposition de ce texte qui réglemente les activités de la BCRG? Bien, une très bonne question. Le 24 avril dernier, le mercredi dernier, il s'est passé quelque chose de gravissime au CNT qui est passé totalement sous les radars, sans tambour ni trompette. Et ce vote-là, cet amendement, a des effets très néfastes sur notre cadre macroéconomique. L'article 36, qu'est-ce que ça dit? Parce que d'abord, il faut contextualiser le phénomène. Il faut expliquer un peu pour monsieur et madame, tout le monde, un peu le contexte. Les banques centrales, à l'origine de leur création, la première banque centrale créée, c'était la Banque d'Angleterre, créée au XVIIe siècle, créée par le roi Guillaume III, qui était le monarque le plus impopulaire de la monarchie britannique, qui n'arrivait même pas à lever les fonds devant le Parlement, a réfléchi à la création d'une banque qu'il a appelée Banque centrale, a sorti d'une clause destinée à financer son déficit public. C'est depuis lors que les banques centrales ont commencé à naître. La première banque centrale, c'était la Banque d'Angleterre, puis naquit la banque centrale américaine, puis la Banque de France et autres. Donc, les avances de la Banque centrale autorisée sont tout à fait normales. Les grandes gueules. Et autorisées. Pourquoi? Puisque la Banque centrale, c'est la banque des banques. C'est la banque qui coordonne, c'est la banque qui incarne l'autorité monétaire. C'est la banque tutelle des banques commerciales. C'est la banque chargée de nous garantir que nous avons un cadre macroéconomique stable en créant une parfaite adéquation
entre l'activité économique, donc la production de biens et services, et la masse monétaire en circulation. Donc il a une seule mission, calibrer l'offre de monnaie aux besoins des agents économiques, de manière à garantir une stabilité sans inflation ni déflation. Il cherche cet équilibre-là. Donc c'est un service public. Donc il a son client principal, il y a beaucoup de clients. Il n'a pas vocation à recevoir des dépôts de clients, non, il a des clients. En premier chef, le trésor public. Ouais. Quand je parle de trésor public, ne voyez pas comme la DGT, commissaire de détection. Vous voyez derrière l'État. Le trésor, l'État de ses engagements financiers est incarné par le trésor. C'est à cela qu'on dit que le trésor public est l'incarnation financière de l'État. Bien. Alors, revenons sur le cas du CNT. Donc, en revenant sur le sujet, il est tout à fait normal que l'État, en des périodes de vache maigre, comme vous, à votre banque, en des périodes difficiles, le salaire n'est pas venu à temps, vous pouvez aller vous endetter auprès de votre banque. Ça s'appelle un découvert bancaire. Mais il est normal que vous endettez et que vous remboursiez au fur et à mesure que le salaire tombe. C'est la même chose, c'est le même scénario. L'État a son plus gros client qui s'appelle le trésor public. Donc l'État. En des périodes de vache maigre, l'impôt n'est pas trop au rendez-vous. Il est loisible pour le trésor public d'aller s'endetter auprès de sa banque, qui est autre que la banque centrale. Mais sauf que chaque franc que la banque centrale consent en termes d'avance au trésor public, ce n'est pas de l'argent qu'il prend de ses clients qui remet. Il ne fait pas de l'intermédiation financière, mais il fait ce qu'on appelle la création monétaire. Il crée de la monnaie qui n'existait pas avant. Est-ce que vous comprenez un peu les enjeux? Donc, une création monétaire sans contrepartie en biens et services. La planche à billets, c'est ça? C'est la planche à billets, comment on appelle les planches à billets. C'est ça l'enjeu. Chaque franc que le trésor central consent au trésor public, ça s'appelle la planche à billets. C'est de la création monétaire pure et simple. Bien. Désormais, donc... Et on voit que c'est dans une proportion de 5 à 10%. C'est ça qu'il y a un article dédié, c'est ça qu'il y a un article dans les statuts qui encadre largement les avances que la Banque centrale consent au trésor public. L'article 36 dit quoi? Je vais vous faire lecture si vous permettez. Allez-y, monsieur Guirassy. L'article 36 dit: le montant total des concours que la Banque centrale peut accorder à l'État et le cas échéant aux organismes et entités publiques ne peut excéder 5% de la moyenne annuelle des recettes publiques ordinaires des 3 derniers exercices financiers qui ont précédé. Ces concours-là sont remboursables dans un délai qui ne peut aussi excéder les 92 jours calendaires et assorti du taux d'intérêt en vigueur sur le marché. C'est ça que l'article 36 dit. Donc on ne peut en aucun cas dépasser les 5% de la moyenne des recettes publiques accumulées les 3 derniers passés, là, la moyenne, on ne peut dépasser ça. Et le remboursement encore, le remboursement qui est parce que l'emprunt en soi est une création monétaire, le remboursement est une destruction monétaire. Donc si on rembourse, on prête, on crée la monnaie, mais si le trésor public, donc l'État rembourse, on détruit la monnaie créée, l'équilibre est rétabli. C'est cela qu'on dit, ça ne peut pas dépasser 5%, et on doit encore rembourser dans les 92 jours calendaires. Et le taux du marché est encore taux appliqué, tout ça encore, c'est pour encadrer. Donc, question de profane. La destruction monétaire, ça se fait comment? Voilà, ça se fait comment? Quand on rembourse à la Banque centrale, l'argent est retiré du circuit. D'accord. Détruit. Il retire du circuit, l'équilibre est rétabli. En principe. Et quand on sort l'argent, et ça, c'est pour juguler l'inflation, c'est ça? Exactement. Okay. Retenez un peu, tout avance, on sort l'argent nouveau. On rembourse, on détruit l'argent qui est dans la circulation, on récupère, on disparaît, on ne stocke pas là. Mais est-ce que sérieusement, en Guinée, d'abord, est-ce qu'on détruit sérieusement ces masses qu'on retire? Non, mais deuxièmement, ce qui m'inquiète, on dit pas déjà 5%, c'est beaucoup pour moi, mais on le sort du circuit. D'accord. C'est ça qu'on appelle la discussion. Mais ce qui m'inquiète déjà, moi, pourquoi passer de 5 à 10%? Voilà. Et puis ce délai aussi de remboursement qui passe de 90 jours à 180 jours. J'en viens, M. Mara. Et donc, de cet article-là, l'ancien ministre des Finances sortant, M. Moussa Sissé, avait fait une demande officielle à la Banque centrale, après l'incendie des dépôts, pour déplafonner systématiquement ces avances-là. Au lieu de 5%. Ôter le verrou. Ôter le verrou. Il avait fait une demande avant son départ. Donc, c'est pas repousser le plafond, déplafonner. Déplafonner carrément. Maintenant, quand le nouveau gouvernement a été mis en place, les nouveaux décideurs ont estimé que cela est une mesure qu'on allait un peu trop loin. Et que ça peut le gouvernement aux yeux des partenaires. Les nouveaux décideurs de la politique financière et budgétaire ont estimé qu'on ne peut pas déplafonner, mais ils ont introduit une dérogation avec subtilité qui dépouille l'article de son essence.
l'article 36 n'a pas été touché comme tel. On y a subtilement, astucieusement inséré une dérogation qui dit ceci. Toutefois, au terme de la présente loi, une dérogation peut être accordée par la Banque centrale à l'État dans les circonstances extraordinaires telles que des crises économiques majeures, des catastrophes naturelles. On peut le faire, mais cela sur autorisation Les du grandes Conseil d'administration de la gueules. Banque centrale. Et ça, maintenant, ce n'est plus le comité politique monétaire qui est l'organe technique qui décide des choix stratégiques. Il y a un comité politique monétaire qui décide des taux d'intérêt applicables, les obligatoires applicables, le taux. Et cette fois, le CA. Ils ont carrément... Ils vont vers l'administratif. Ils vont vers l'administratif, ils ont nommé Je dirais même le politique. les gens ne nommés pas décret. Le CA, c'est le Ils ne politique. sont pas des techniciens Et qui sont payés. et qui ne relèvent même pas la Banque centrale. Il faut sont des gens peut-être cooptés, ça et là. pour la compréhension de monsieur tout le monde, ce conseil d'administration-là qui est à l'intérieur. À l'intérieur, ce sont des gens qui relèvent de partout. Des finances, de la présidence, à la Banque centrale, même le C'est-à-dire gouverneur. les représentants de la présidence, Un peu de partout. du gouvernement, de la Banque centrale Exactement. elle-même. C'est la loi qui fixe leur composition ou c'est un décret? La loi, et on ne le nomme pas décret. Ah. Donc ce ne sont même pas des techniciens. Ce sont des gens cooptés partout. Normalement, les choix stratégiques de la Banque centrale sont décidés par qui? Par le comité de politique monétaire qui se réunit 3-4 fois par l'année. L'année compris les techniciens. C'est eux qui décident du relèvement de taux d'intérêt, la baisse de taux d'intérêt, le relèvement des réserves obligatoires, la baisse et l'ensemble des choix stratégiques impliquant la politique monétaire, ils sont décidés par eux. Cette fois-ci, on décide par dérogation. Ce n'est plus le comité monétaire, c'est maintenant le CA. Le CA qui n'a aucune technicité, aucune expertise dans la matière, ce qui est gravissime. Et mieux, on dit maintenant que le CA va décider des modalités de financement, il va décider le seuil, il va décider la durée, il va décider le taux d'intérêt applicable. Donc, carrément, on quitte carrément le champ de l'article 36. On le dépouille complètement de sa substance. C'est à cela que je dis que l'amendement pris par le CNT est un amendement aux allures scandaleuses et qui est passé sous les radars. C'est pourquoi nous, en tant qu'économistes, il est important que nous venions dire bien quand c'est bien, mal quand c'est mal. Et même quand c'est mal, nous devons être capables de proposer des solutions constructives allant dans l'amélioration des acquis. On va revenir aux conséquences. On revient aux conséquences après la pause. mon Après cher la ami. pause. Oui, D'accord. avec plaisir. Allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Dans un instant, on va revenir. Hein, voilà, la télé m'a décroché déjà. On revient. Encore 10 minutes à passer avec notre invité, hein, monsieur Guirassi Abdoulaye, économiste. On s'intéresse à cette actualité, mon cher Mohamed Mara. Endettement, donc, le CNT a-t-il voté une loi à risque? C'est la question qu'on se pose ce matin, Mohamed. Oui, c'est la question qu'on se pose. Moi, j'ai quelques observations simplement à faire. En revenant d'ailleurs dans la loi, justement, qui régit la Banque centrale de la République de Guinée, première chose que je remarque, à l'article 43, nouveau, donc, de cette loi, qui énumère les organes de la Banque centrale. Le législateur fait une chose curieuse, Lamine, et je pense qu'il a tout son sens. Elle dit, l'article 43 nouveau dit ceci: les organes de la Banque centrale sont le gouverneur, le comité de politique monétaire, le conseil d'administration, le comité d'audit, le conseil de cabinet. C'est pas si vous remarquez, le conseil, vous savez, quand on parle des autres entités, le conseil d'administration même d'ailleurs arrive avant, par exemple, la première personnalité de l'entité. Mais là, après le gouverneur, on ne va même pas au conseil d'administration, on va d'abord au comité de politique monétaire. Pour dire toute son importance. Et M. Guirassi nous a révélé que ce qu'ils ont fait subtilement, c'est de retirer des droits à ce comité de politique monétaire pour les transférer au conseil d'administration. Je rappelle, quand vous allez dans la même loi, je crois à l'article 57 et suivant, vous découvrez que ce comité directeur est composé de 4 personnes. Ouais. Le gouverneur, le premier vice-gouverneur et puis 2 personnalités, donc des experts Des grandes gueules. qui sont nommés et donc qui sont avec eux. Alors que le conseil d'administration, c'est le gouverneur, c'est son vice-gouverneur, mais il y a 4 personnes, 4 experts. 4 experts. Mais ce qu'on remarque, c'est que tous nommés par décret et d'ailleurs qui sont rémunérés par la Banque centrale, mais sur décision du même conseil d'administration. Donc en clair, j'ai l'impression qu'on veut retirer ce pouvoir-là à de vrais techniciens
pour les donner à un comité, j'ai envie de dire, politique, puisque nommé et simplement par décret et puis donc rémunéré ainsi. Alors, moi, on va revenir avec vous, monsieur Guirassy. Tout ceci est fait. C'est quoi aujourd'hui l'impact que nous devons attendre dans les prochains mois sur la situation monétaire de la Guinée? Si tu te permets, Mara, on va revenir tout à l'heure et je promets qu'on revienne directement aux conséquences après cette question que je vais intégrer. Parce que justement, à la suite du commentaire qu'il a fait, en parcourant votre article, vous mentionnez quelque part que c'est celui qui a besoin d'argent qui a proposé la modification de cet article. Parce que vous suggériez qu'en réalité, il appartenait au gouverneur de la Banque centrale de venir défendre le projet du côté du CNT, alors que c'est le ministre de l'économie et des finances qui est dans le besoin, qui a proposé la modification de l'article. Bien, Jacques. C'est une finalement, une question... qui oriente en matière de politique monétaire. Voilà, Est-ce la BCRG ou le ministre? Une très bonne question. Vous savez, la politique économique, c'est un ensemble, un fourre-tout, dans lequel il y a la politique financière de l'État, orientée par le ministre des Finances, la politique budgétaire, orientée par le ministre du Budget, mais dans les pays, il y a des pays où les deux sont cumulés, donc la politique financière et budgétaire sont cumulées. Il y a aussi également la politique monétaire qui est l'une des composantes de la politique économique. Sauf que la politique monétaire est complètement distincte de la politique budgétaire et financière, parce qu'ils ont des objectifs antinomiques. Bien sûr qu'il doit y avoir une certaine coordination entre ces politiques budgétaires, monétaires et financières qu'on a appelées le cadrage macroéconomique. Mais cependant, dans les choix, c'est vraiment distinct. Le gouvernement coordonne la politique financière et budgétaire à travers les ministres budget, finances et autres. Mais cependant, la politique monétaire est complètement déconnectée du gouvernement. C'est cela qu'on en fait une autorité à part entière. Parce que sa mission est complètement différente de celle du gouvernement. Les grandes gueules. Il doit surveiller la masse monétaire en circulation pour ne pas qu'elle excède les biens et productions. Bien. Les biens et services produits. Venons-en aux conséquences, justement. Justement. Ouais. Allez-y, Jacques. Donc, en cela, on a vu au CNT le ministre des Finances qui défend la mesure en lieu et place du gouverneur qui était absent, qui s'est fait remplacer par son vice-gouverneur. Alors que normalement, le gouverneur devait être là pour défendre cela. C'est une mesure de politique monétaire. Ça n'appartient pas à un ministre des Finances de venir défendre, parce que c'est lui le demandeur. Il ne peut pas défendre. Ça dénote une interférence majeure que j'ai dénoncée dans ma chronique. Ce n'est pas normal. Au moins, c'est le gouverneur qui devait défendre cette mesure-là, mais il n'appartient pas au ministre des Finances qui est chargé de la politique financière de l'État de venir défendre des mesures de politique monétaire. Ça dénote le manque d'indépendance de la Banque centrale, donc, qui est assez gravissime. Revenons maintenant aux conséquences d'une telle mesure. Oui. D'abord, au niveau même du choix, de l'organe qui choisit. Pourquoi retirer ce pouvoir-là au comité déjà, je disais les conséquences au niveau même de l'organe qui choisit. Pourquoi retirer ce pouvoir-là au comité de politique monétaire pour le transférer au conseil d'administration? C'est simplement une fuite en avant, un raccourci. Puisque le comité de politique monétaire est plus technique, il peut être regardant ou plutôt il pourrait être réfractaire à l'idée d'inscrire cette dérogation-là. Mais le CA est nommé par décret et vous ne voyez pas le CA dire non. Ça dénote une érosion majeure sur l'indépendance de la Banque centrale. L'indépendance de la Banque centrale doit avoir une indépendance, les coups de franche de la politique monétaire, en termes d'indépendance managériale, la nomination du gouverneur, en termes d'indépendance financière, en termes d'indépendance opérationnelle. Mais aujourd'hui, visiblement, nous voyons depuis quelque temps que la Banque centrale est en train de perdre son indépendance. Donc, une telle mesure a des conséquences gravissimes. Le vote de CNT a des conséquences gravissimes, au nombre desquelles nous pouvons citer. D'abord, l'inflation. L'inflation, puisque quand le déplafonnement est consommé, on va assister à la création monétaire sans contrepartie en biens et services. La conséquence, c'est l'inflation. Ça, on n'a pas besoin de le dire. Deuxième conséquence... Et là, on nous dit jusqu'à 10%. Est-ce que c'est vrai ou alors c'est un déplafonnement total? Les grandes gueules. Est bien vrai, voilà. Ils ont décidé de se limiter à 10%. Donc, on est de 5 à 10%. On est soumis aux critères convergents. On est soumis aux critères de convergence de la CEDEAO. D'accord. Qui ne doit pas dépasser les 10%. Et puis, le remboursement aussi doit être dans les jours de 92 jours à 180 jours. Donc là, on ne doit pas dépasser là. Ça, c'est la limite de CEDEAO et ça, on ne peut pas dépasser là. Bien. Voilà. Les conséquences, M. Guirassy, on va aller très vite parce que on a 2 minutes. Bien. En termes de... Donc, l'inflation. Deuxième conséquence, c'est la dépendance financière. Puisque si le trésor public s'appuie trop sur les avances de la BCRG, il peut devenir trop dépendant de cette source de financement
et cela peut compromettre dangereusement l'indépendance de la Banque centrale et sa capacité à mener une politique monétaire efficace. En conséquence, ça pourrait entraîner un déséquilibre budgétaire, car le non-respect du plafonnement pourrait révéler des problèmes structurels latents dans la gestion des finances publiques. Et ça pourrait également amener ce qu'on appelle les tensions politiques, car des avances excessives de la Banque centrale au Trésor peuvent créer des tensions politiques en ce sens que le gouvernement peut chercher à influencer la politique monétaire pour son propre intérêt, ce qui est nuisible à la stabilité monétaire. Et enfin, ça pourrait engendrer ce qu'on appelle la dégradation de la confiance. Car si les marchés financiers et les partenaires perçoivent que le plafonnement n'est pas respecté, cela peut entraîner une perte de confiance. Une perte de confiance dans la gestion économique du pays, et cela peut affecter le taux d'intérêt. Si on veut lever des fonds dans le marché financier, ça peut affecter le taux d'intérêt. Ça peut également décourager les investissements directs dans notre pays, donc étrangers pour venir dans notre pays, et ça peut déréguler la stabilité financière globale du pays. Bien. Abdoulaye Guirassy est notre invité ce matin. Nous passons à cette rubrique, évidemment, dans les GG sur Espace. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules. Question à une personnalité. Voilà, on vous explique un petit peu les principes, M. Guirassy. Vous avez fait votre article. Évidemment, je vais dire, c'est libre. Hein, et là, nous, on vous permet de poser des questions ce matin à des économistes ou à des personnalités. Et certainement, peut-être à l'écoute de la radio Jacques Léo-Aleno, on part avec cette personnalité. Alors, si vous aviez l'ancien ministre Moussa Cissé en face de vous, quelles questions auriez-vous pour lui? Moi, je vais demander l'opportunité de demander de déplafonner les avances de la Banque centrale au Trésor. L'opportunité. Si on veut vraiment avoir à respecter l'orthodoxie monétaire, j'aimerais bien savoir l'opportunité d'une telle demande. Si vous aviez aujourd'hui en face de vous Mourana Souma, l'actuel ministre de l'économie et des finances. À Mourana Cissé, j'ai envie de le dire qu'il y a une nette séparation entre la politique monétaire et la politique financière. La politique financière est complètement déconnectée. Il n'appartient pas à un ministre des Finances de défendre l'amendement de l'article 36. Donc j'ai envie de demander quelle est l'opportunité également pour lui de venir défendre au CNT une mesure qui relève de la politique monétaire. Bien. Allez-y, Mohamed Ali. Si vous aviez en face de vous l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Nabé. Ben, j'ai envie de saluer l'expérience de l'homme. L'expérience de l'homme, malgré qu'il... Vous n'avez pas de question. Il était très politique. Il a quand même galvaudé un peu la BCRG. La BCRG est devenue en son temps très politique. La question que j'ai envie de lui poser aujourd'hui, c'est quoi son regard après son départ? Il doit se dire en coulisses que la Banque centrale a perdu son indépendance aujourd'hui. Il doit lui dire certainement. Bien. Allez-y, Mara. Est-ce que vous avez une question à poser à M. Amadou Riba, Premier ministre, par ailleurs économiste et banquier? Waouh. Voilà. Oui, j'ai envie de lui poser certaines questions. Est-ce qu'actuellement, il se rend compte que de la gestion de la politique économique du pays d'ensemble, la politique monétaire va dans tous les sens, il doit intervenir en tant qu'économiste. Il doit chercher à mettre un cloison naturelle entre la politique monétaire, la politique financière et la politique budgétaire. Donc de prendre ses responsabilités. Exactement. Dernière question. Tu peux appuyer sur le bouton rouge, Mohamed Mar. C'est fait. Si vous avez en face deux anciens travailleurs de la BCRG, bon, l'autre est actuel, vous leur poserez quelques questions. Un, Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé, Albacanta ou au ministère de l'enseignement supérieur? Parce qu'il a fait les deux. Oui, c'est ça. Oui, mais il a été quand même à la Banque centrale. Ben, écoutez, cet homme-là, c'est un homme intègre. Hein? Je ne suis pas en train de l'encenser, mais son passage quand même comme vice-gouverneur a été un passage assez salutaire. Et donc, pas de question. Haribo. Baïdi Haribo, je ne le connais pas trop, mais je ne le vois pas trop technique. C'est un politicien. Question. Bien. Voilà. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Baïdi Haribo n'est pas technique, c'est un politicien. Voilà. Alors que M. Hero Baldé est un technicien. Bien. Merci beaucoup en tout cas, mon cher Guirassy, d'être passé nous voir ce matin. C'est Espace. Merci Espace et merci pour l'invitation. Voilà. L'émission continue dans un instant maintenant de M. D'autepin à développer avec vous, auditeurs.